Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Seabird pour cette petite matinée autour de la comptabilité de manière générale et notamment pour évoquer le sujet de ce qui compte et de ce qui compte vraiment. Je relisais ce matin une étude dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une étude de Harvard qui a commencé en 1938 avec une cohorte de 700 personnes. Et c'est la plus vieille étude au monde, semble-t-il, sur le bonheur. Et cette étude, donc, qui dure depuis 85 ans, 86 ans, a pour objectif de suivre depuis 1938 des adolescents, mais également ensuite des adultes, puisqu'ils ont grandi, puis leur progéniture, etc., dans le temps, pour essayer de comprendre s'il y avait besoin de se poser la question, quelle est la source du bonheur? Et sans grande surprise, on se rend compte que cette étude démontre de manière extrêmement sérieuse, scientifique, que c'est la qualité, la profondeur des liens qui font qu'il y a des gens qui vieillissent mieux, vivent plus longtemps et sont plus heureux. Voilà, c'est une illustration, s'il y avait besoin de le dire, que peut-être et probablement depuis des milliers d'années, on compte des choses, mais on compte des choses qui ne sont pas celles qui comptent toujours vraiment, en tout cas celles qui rendent véritablement heureux. Alors bon, ça peut paraître un petit peu bisounours de dire ça, et en même temps, ça fait des milliers d'années qu'on le sait, et pourtant on ne le fait pas. Donc ce matin, on va essayer de le faire un peu plus. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai un passé de financier, je suis ancien directeur financier, j'ai fait du fusion-acquisition, donc j'ai vraiment beaucoup compté des euros dans tous les sens, dans toutes les normes, en française, internationale, US GAAP, IFRS, etc. J'ai vu des grandes quantités d'argent passer d'une poche à une autre, et des gens qui avaient l'air heureux de ça. Et puis je me suis rendu compte que peut-être que ça ne représentait pas tout ce qu'il fallait compter. Et je me suis intéressé à la comptabilité non financière, puisque je suis très comptable et financier de formation, et il y a même un témoin ici qui peut en attester, n'est-ce pas, Christian? Et pourtant, je me suis pris au jeu de compter autre chose, de compter ce qui compte vraiment, peut-être, en tout cas, ce qui compte aussi beaucoup. Et c'est quelque chose qui est important pour moi et puis qui est devenu important pour l'entreprise, puisque chez Seabird, on essaie justement de développer d'autres sources de valeur, de faire en sorte qu'elles viennent enrichir l'entreprise dans le temps. Et je fais le pari que d'ici une vingtaine d'années, eh bien, quand on comptera véritablement, pas simplement les euros, mais également le capital humain, la façon dont on a réussi à le valoriser, ou l'empreinte environnementale, alors c'est moins vrai pour une société de conseil, eh bien, on se rendra compte que Seabird, en fait, a beaucoup plus de valeur que sa valeur en euros. Même si ce n'est pas l'objectif en soi, je suis certain qu'on va réussir à mieux compter et à plus compter. Donc voilà pourquoi je le fais, et on va découvrir avec Hélène, avec Louis, avec Jérôme, et avec Michel notamment, on va découvrir un peu ce matin comment on peut essayer de compter différemment et comment on peut apprécier cette valeur en termes de capital humain, par exemple, ou capital environnemental. Donc, bienvenue à tous et à toutes, et merci encore de votre présence. Merci Cyril pour cette introduction. Je vais inviter les participants à la table ronde à s'asseoir sur les petits fauteuils. Donc, une fois qu'on y est tous. Donc, vous l'avez compris, après ce mot d'accueil de Cyril Vu, qui est à la fois président du cabinet Seabird, alumni du parcours de Heart Leadership University et membre de notre conseil d'administration, je vais ouvrir une table ronde. Donc, je vais me présenter. Donc, je suis Hélène Le Thénault, je suis présidente et cofondatrice de l'association Heart Leadership University. C'est une association à caractère éducatif et scientifique. Et donc, l'objet de cette rencontre avec vous ce matin, c'est à la fois d'apporter des connaissances, des contenus, des éléments issus de la recherche et de travaux académiques, et aussi, peut-être, et on l'espère surtout, susciter votre curiosité, votre envie d'agir pour s'aligner en tant que dirigeant entre ce qu'on sait, ce qu'on ressent et ce qu'on fait,
et notamment dans la matière comptable, ce qui est quand même un petit peu un défi, puisque bien souvent, on pourrait penser que la comptabilité est une matière assez soit obscure, soit froide. Or, au fond, les normes comptables sont l'ossature de notre économie moderne. Donc, je vais faire un court mot introductif, puis présenter les intervenants qui vont chacun témoigner de leur expertise et de leur pratique en tant que métier du chiffre et dirigeant. Alors, la petite introduction que je voulais vous faire sur la comptabilité et compter ce qui compte autrement, compter vraiment ce qui compte, les questions qu'a soulevées Cyril, sont un domaine qui me passionne réellement depuis 10 ans et où je me suis aventurée dans ce que certains ici connaissent, qui s'appelle la comptabilité en triple capital ou la comptabilité en performance globale, enfin toutes les évolutions de paires de lunettes et de boussoles comptables qu'on pourrait se mettre sur le nez pour représenter la réalité économique différemment, d'une part, et d'autre part, pour décider autrement, pour préserver, prendre soin de l'humain et du vivant. Et au fond, avant de rentrer dans la technicité, je vais faire une parabole, en tout cas un pas de côté en vous parlant d'Astérix, et d'Astérix chez les Romains. Il y a eu, il y a quelques temps, une exposition fantastique au musée de l'économie qui s'appelle Citéco, qui est à Métro Malesherbes à Paris, sur Astérix chez les Romains, pour en fait mettre en relief la différence de vision, de philosophie finalement, de représentation du monde entre les Romains et les Gaulois. Et au fond, je pense qu'on est toujours dans cette dichotomie, aujourd'hui, avec une puissance beaucoup plus forte encore. C'est-à-dire que la vision de l'Empire, c'était la vision de la création d'infrastructures, des routes, des aqueducs, des villes, des infrastructures urbaines et le commerce. Et donc, en termes comptables, on dirait c'est la formation brute de capital fixe et c'est l'enregistrement des flux et c'est la marge. Bon. Et donc, les Romains ont construit une vision de l'urbanité, de la civilisation qui est fondée sur l'infrastructure et le commerce, notamment, mais pas que. Et en face de ça, Astérix, le Gaulois, qui regarde tout ça, se dit, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train de finalement ravager nos forêts, écrabouiller nos marécages, en mettant des routes et des voies romaines qui sont encore là aujourd'hui d'ailleurs, hein, et qui ont leur intérêt. Mais finalement, deux visions du monde qui n'ont rien à voir, une vision sur la vie est sacrée, et elle est même animée d'esprit magique quelque part, et on pourrait dire c'est très archaïque, et une vision de l'urbanité et de la civilisation. Alors, je ne suis toujours pas remise de cette visite au musée de l'économie avec Astérix chez les Romains, parce que je pense qu'au fond, en sous-jacent, après, le langage comptable ne fera que dire plus ou moins la même chose de 15 façons différentes. Alors, on va rentrer dans la technicité du langage comptable et de ses évolutions, mais je pense que ça fait 2000 ans que se pose une question culturelle, civilisationnelle, sur quel est notre rapport au monde et vers où on veut aller. Alors, pour en parler, on a choisi d'inviter ce matin 3 personnes très différentes, et j'espère que vous allez vous régaler, avec Louis Dupuis, qui est économiste de la soutenabilité, qui travaille pour la PESA, Jérôme Decroix, directeur administratif et financier de l'entreprise Roule, et bien sûr tu présenteras Roule et toi-même, et Michel Meunier, qui est dirigeant d'entreprise de l'entreprise Janus, une entreprise, une PME de la serrurerie-menuiserie dans l'Oise, entreprise à mission, et qui aussi se présentera plus en détail. Je vais donc commencer par passer la parole à Louis, et on va poser d'abord quelques questions à l'expert de sa vision de l'économie de la soutenabilité. Il y a un bouton vert, et une fois que c'est vert, c'est bon. Je vais commencer par, selon toi, peux-tu nous éclairer sur qui, aujourd'hui, fabrique les normes comptables et avec quelle finalité? C'est ma première question. Merci Hélène. Donc bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir invité aujourd'hui. Donc effectivement, pour rebondir peut-être un petit peu sur ta parabole au début, la question qui nous préoccupe, la question de fond, je dirais, c'est la question de la commensurabilité, effectivement. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut mettre en rapport des choses qui, a priori, n'ont pas de rapport? Voilà. La comptabilité, historiquement, s'était préoccupée des flux financiers parce que c'était à la fois l'information qui était requise par les actionnaires et par l'État, pour des raisons fiscales, de propriété, etc. Je peux vous faire tout l'historique de la société anonyme, vous connaissez ça sûrement mieux que moi. Mais dans le même temps, ce qu'on a fini par comprendre, c'est que les tenants et les soutiens de cette richesse financière étaient beaucoup plus larges. Là, je fais bien sûr référence à tous les travaux, notamment post-Seconde Guerre mondiale, qui ont d'abord commencé d'ailleurs comme une question de pérennisation du développement. Il ne faut pas l'oublier aujourd'hui. C'est Resources for the Future. Au début, c'est un organe de comment pérenniser la croissance. Et peu à peu, on s'est rendu compte qu'en fait, cette croissance, elle reposait sur des éléments qui ont déjà été rappelés, de capital naturel, de capital humain, qui sont tout aussi importants, voire fondamentaux,
Et les disciplines, je dirais, ont progressé un peu en parallèle sur ces questions-là, que ce soit l'économie, que ce soit les sciences de gestion, et bien sûr toutes les sciences du monde physique. Donc à partir de là, pour aller maintenant à ta question, en parallèle de la construction institutionnelle des normes comptables internationales, avec la fondation de l'IFRS, bien sûr, qui a essayé d'harmoniser une autre forme de commensurabilité, celle entre les nations. Comment échanger de l'information financière entre les pays, comment avoir de la comparabilité entre des entreprises qui étaient issues de différentes juridictions. La question s'est posée de dire, comment est-ce que pour cette information-là qui semble de plus en plus importante, on va être capable de créer finalement une forme de comparabilité entre les juridictions d'abord, et aussi entre différentes formes de richesse, différents éléments qui sont importants pour la pérennisation de l'entreprise. Et donc là, c'est toute l'histoire finalement institutionnelle qui peut démarrer avec, je vais commencer à la GRI, la Global Reporting Initiative, parce que c'est un peu le premier élément qui a structuré ça, mais qui avec le temps, avec les travaux de l'Integrated Reporting, le rapport intégré, etc., ont essayé peu à peu de construire un système d'information au même niveau de probité, de rigueur, pour les éléments extra-financiers que pour les éléments financiers. Et donc aujourd'hui, ce qu'on a, le produit de tous ces travaux, c'est une architecture qui se construit et qui finalement est assez parallèle aux accords nationaux. Vous avez l'accord de Paris, puis vous avez l'Union européenne, puis vous avez les accords à l'échelle française, etc. Aujourd'hui, à l'échelle globale, structuré au sein de la fondation IFRS, vous avez à la fois l'IASB, qui s'occupe des standards de comptabilité financière, mais aussi maintenant l'ISSB, Sustainable Standard Board. Donc vous avez les standards de soutenabilité, avec les deux premières normes S1 et S2 qui ont trait aux méthodes de reporting générales des enjeux extra-financiers et aux enjeux climatiques. Vous avez, ce qui est assez intéressant aussi, agrégé à ça l'ancien cadre SASB, donc les reporting sectoriels d'indicateurs de soutenabilité. Et l'objectif, c'est bien sûr, à terme, de raccrocher tout ça à un niveau d'exigence, et là encore de rigueur, qui serait celui des normes financières. Et vous avez aussi, ce dont on s'en rend un peu moins compte, mais qui à mon sens est tout aussi significatif, les cadres FD, TCFD, TNFD, aujourd'hui TISFD, Inequality and Social Financial Disclosure, qui est en train de se lancer, donc ça s'ajoute encore. Donc on voit bien qu'il y a cette volonté d'embrasser de plus en plus de sujets, le climat, la nature, le social, les inégalités, et de construire cette architecture de reporting. Voilà. Alors après, ça c'est du reporting financier, FD, Financial Disclosure, IFRS, F toujours. On est toujours dans la finance, on est toujours face à ces parties prenantes-là. Ma vision, c'est que c'est bien parce que c'est ce qu'on demande à ces organismes internationaux, c'est pour réguler ces flux-là qu'on leur demande de travailler. En parallèle, et ça je pense que tout le monde est au courant, vous avez bien sûr les juridictions nationales et internationales dans le cadre européen, qui ont développé leur propre cadre de reporting avec la même ambition, mais avec des objectifs différents. Ce qui les a amenés à adopter des principes de durabilité, notamment, qui sont différents, qui correspondent à leurs enjeux. C'est notamment le cas de la fameuse double matérialité à l'échelle de l'Europe, parce qu'on a un enjeu qui est celui de la préservation des ressources sur lesquelles la prospérité est assise à l'échelle du continent. Et donc, on a été plus ambitieux parce qu'on veut mieux préserver ces ressources-là. Donc aujourd'hui, l'EFRAG a proposé ces normes, qui sont les ESRS au sein de la CSRD, qui rentrent peu à peu en force directement par les acteurs qui y sont assujettis, indirectement par la chaîne de valeur à des acteurs même de plus petite taille, qui sont obligés aujourd'hui de se poser ces questions-là, et par le jeu de la transposition des normes, on va avoir à l'échelle nationale la même chose. D'un côté, les normes comptables de l'ANC, c'est classiquement, et de la même façon, la construction de ce rapportage extra-financier avec un même niveau de rigueur, d'exigence, d'audit, etc. Donc voilà, moi ce que je voulais vraiment que vous donner comme message clé, c'est que c'est bien cet enjeu de la commensurabilité, de créer un rapport. Alors quel rapport, quel prix, ça c'est toute la question, bien évidemment. Mais c'est bien ça qui guide aujourd'hui la construction de l'architecture internationale. On peut penser qu'elle est assez exigeante, pas assez exigeante, qu'elle ne va pas assez vite, qu'elle a fait des choix. Mais je pense que le mouvement global, qui est repris y compris par la Chine, par beaucoup d'acteurs aujourd'hui, ne trompe pas, malgré le backlash, le retour de bâton dont vous avez probablement tous entendu parler ces derniers mois contre tout ce qui est ESG et gouvernance. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Louis. Tu as répondu d'ailleurs à ma deuxième et troisième question en même temps, qui est-ce que selon toi, le changement
des boussoles va suffisamment vite par rapport aux enjeux. Alors peut-être tu veux rajouter juste une mise en perspective qui est par rapport à ce que nous disent les scientifiques sur certains enjeux, notamment effondrement du capital naturel ou explosion des inégalités. Est-ce que les boussoles sont en avance ou en retard? Et la mise en pratique, dont on va parler juste après, comment ça se passe? Alors, moi, j'ai coutume de dire la réponse courte, et ça fait maintenant une dizaine d'années que je dis ça, c'est qu'on a au moins entre 10 et 15 ans de retard. Voilà, soyons clairs. Parce que, tout simplement, il aurait fallu démarrer ce qu'on a démarré en 2020-2022, à peu près en 2010, hein, si on prend la trajectoire de réchauffement. Voilà, donc là-dessus, je pense qu'il faut que tout le monde soit clair. Ça explique le décalage la perception effectivement qu'on peut avoir entre d'un côté des scientifiques qui tirent la sonnette d'alarme, qui n'en peuvent plus de tirer la sonnette d'alarme. On commence à compter les morts par dizaines de milliers à chaque saison chaude autour de l'équateur, etc. Donc on a clairement dépassé des frontières planétaires. On est peut-être bien à des limites climatiques et écosystémiques, hein, notamment liées à un certain cycle de l'atmosphère. Après, la question, effectivement, c'est celle de la capacité des sociétés humaines, moi je suis issu des sciences humaines et sociales, donc c'est aussi ça ma perspective, à supporter ce changement-là. Donc le scientifique en SHS, en sciences humaines et sociales, est bien obligé de constater que, pour des raisons politiques, pour des raisons culturelles, pour tout un tas de raisons qui est lié, à mon avis, aussi à l'implication de chacun, à son rapport au monde, hein, on y reviendra peut-être, les sociétés humaines n'ont pas fait le pas, n'ont pas réussi à se mettre à la hauteur de cet enjeu, de cette ambition, parce qu'elle est peut-être perçue comme encore trop lointaine par un certain nombre de gens. Bon, j'ai l'impression que les institutions essayent quand même d'avancer. Je trouve que voilà, on a quelques victoires qu'il faudrait aussi pas oublier de célébrer. Mais c'est sûr que maintenant, on a 10-15 ans de retard, et donc on aura à souffrir de conséquences fortes, plus forte que ce qu'on aurait pu avoir si on avait été plus vite, voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Louis. Ça va me permettre de passer la parole à Jérôme. Donc Jérôme, qui va se présenter. Je vais te demander, si tu veux bien, de nous éclairer sur pourquoi, toi, Jérôme, en tant que directeur administratif et financier d'une entreprise qui s'appelle Roule, tu as choisi de faire des expérimentations et de la mise en pratique, on va dire, d'innovation comptable, ou en tout cas de nouvelles approches complémentaires de ce que vous faisiez déjà. Et ensuite, pourquoi c'est stratégique selon toi pour l'entreprise, pour ton entreprise? Et enfin, un peu plus sur le quoi et le comment. Mais je voulais vraiment qu'on passe beaucoup de temps ce matin à éclairer les motivations de l'action, plus que seulement la technicité comptable. À toi, Jérôme. Ok, donc moi, Jérôme, je suis DAF de Roule. Roule, c'est quoi? C'est un club automobile. C'est un peu abstrait en France, mais ça existe essentiellement aux États-Unis, en Allemagne, etc. C'est une boîte de 350 collaborateurs qui vend des services automobiles. Et essentiellement, le cœur du moteur, c'est de l'assurance complémentaire automobile. Mais dans les services, il y a aussi des services solidaires, des services gratuits pour les automobilistes en France. 350 collaborateurs, à peu près 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et une boîte familiale. Alors pourquoi je me suis mis à compter des choses différemment? Je pense que le déclencheur, ça a vraiment été le parcours HLU, Heart Leadership University, avec 3 étapes que je distingue. La première, c'est me connaître moi-même, comprendre quelles sont mes valeurs, comprendre que j'ai de la légitimité dans mon poste, comprendre que j'ai du pouvoir dans mon poste, et cette prise de conscience, ça a été quand même le départ de tout. Ensuite, il y a eu un deuxième module où on est allé dans le nord de la France. On a rencontré des entreprises qui, a priori, n'avaient aucune prédisposition à être neutres en carbone ou à agir, etc. et qui, en fait, le faisaient. Et donc là, je me suis dit, en fait, faut pas que je me voile la face. C'est pas parce que je suis dans le monde de l'automobile que je ne peux pas agir positivement pour l'environnement ou pour le social, etc. Au contraire, j'ai des exemples sous les yeux qui me montrent qu'il faut que j'agisse. Et si j'agis pas, c'est que, d'une certaine manière, inconsciemment, j'ai décidé de ne pas agir. Donc ça m'a pas mal choqué. Et le troisième module, autour de la gouvernance, toujours à la HLU, m'a fait prendre conscience que si on veut aller dans le bon sens, on peut écrire une stratégie, une mission, etc. Mais il faut que la gouvernance suive. Et la gouvernance, ça veut bien dire l'équilibre des pouvoirs. En l'occurrence, en ce qui me concerne, c'est la finance. C'est très important dans la gouvernance, dans des principes de séparation des tâches, de compter les choses, de pas
laisser certaines personnes être jugées parties, c'est une partie de la gouvernance. Et c'est là où j'ai pris conscience de mon rôle. Il faut que j'agisse. Et la finance est déterminante. Alors du coup, en allant un petit peu plus loin, du coup, je me suis dit, pourquoi moi? La première chose, c'est que je suis persuadé que c'est bien à la finance de s'occuper de compter autre chose. Puisque finalement, c'est le même ADN, c'est la même rigueur qu'on demande que quand on compte des euros. Il faut trouver des indicateurs, les bons. Il faut se rendre compte des aspects, des dommages collatéraux que peuvent avoir les indicateurs, chaque indicateur. Et puis, il faut assurer une piste d'audit, une auditabilité. Et puis, savoir comparer un objectif par rapport à un résultat et pas changer l'objectif en cours de route. Ça semble basique pour les euros, mais on peut facilement faire le contraire quand on s'occupe d'un bilan carbone et que la RSE fait tout. Elle compte le bilan carbone et puis après, elle en est redevable. Donc, je me suis dit, il y a une histoire d'ADN. La finance, la rigueur, etc. Ensuite, dans le pourquoi, il y a aussi une forme de devoir managérial. Puisque, moi j'ai commencé il y a 2-3 ans, mais il y a les normes qui arrivent, dont a parlé Louis, la CSRD. Nous, on a un prêt Sustainability Linked Loan. J'en parlerai un tout petit peu, mais qui nous demande du coup de rendre compte de certains indicateurs. Donc finalement, mon devoir managérial, c'est de former mes équipes à compter autre chose. S'ils veulent continuer à avoir un job dans 4-5 ans, il faut qu'ils sachent compter autre chose. Donc d'un laboratoire, d'une conviction, il fallait que ça devienne quelque chose de professionnel, accompagné d'outils, accompagné de méthodes, accompagné de process, ne serait-ce que pour garantir l'emploi de mes équipes et permettre à l'entreprise de répondre à tout ce qui va lui demander dans le futur. Je pouvais embrayer sur le quoi, mais je voulais quand même rebondir sur ta question qui était est-ce que ça va assez vite, les normes, etc. Je pense que c'est déjà très bien qu'on demande aux entreprises de compter autre chose. Est-ce que ça va assez vite? Quand on est un petit peu convaincu, on peut se dire non, il faudrait que ça aille plus vite, il faudrait que ça ait commencé avant. Mais je voudrais prendre un exemple, justement, ce fameux Sustainability Linked Loan. Donc nous, on a une dette bancaire, comme pas mal de boîtes, et une partie de cette dette bancaire est assujettie à certains critères ESG, environnementaux, sociaux, gouvernance. Si on est bon sur ces critères-là, à ce moment-là, on a un peu moins de charges d'intérêt. Mais d'un autre côté, si on est bon sur les critères économiques, on a moins de charges d'intérêt. C'est la logique de la dette. En fait, si je suis bon sur mes critères ESG, à ce moment-là, j'ai un petit crédit d'intérêt, ça représente 1% de ma masse d'intérêt. Si je suis bon sur les critères économiques, à ce moment-là, je peux baisser ma masse d'intérêt de 30%. Donc en fait, on voit bien qu'il y a des choses positives avec le monde bancaire qui essaye d'assujettir certains prêts et flécher certains investissements. Mais si avec ça, clairement, et si moi, dans ma job description et dans ce que me demande l'actionnaire, il y avait assurer la soutenabilité de la boîte, clairement, j'irai que vers l'économique. C'est pas les banques qui me contraignent, moi, boîte, à faire mieux pour l'environnement. Donc il s'agit bien aussi d'une conviction du dirigeant, de son codir, pour essayer de compter les choses de manière positive et de ne pas attendre la carotte ou le bâton de la part de la loi ou des banques. Dans le quoi, concrètement, on a effectivement commencé par un petit labo, puisqu'il y avait cette espèce de conviction qui est ressortie de la HLU. On a pris un business plan, on s'est posé avec quelqu'un dans mon équipe, on a essayé de compter pas mal de choses dans tous les sens, à partir d'un bilan carbone, à partir de ce qu'on voyait, qu'on dépensait, qu'on a qualifié comme étant humain, la masse salariale, l'actionnariat salarié, etc. On a fait plein d'erreurs, plein d'erreurs. Je pourrais revenir sur les quelques erreurs que j'ai pu faire en comptant, mais surtout on a appris énormément. Et après, du coup, est venu le temps de la professionnalisation. Et donc là, on a mis en place des outils, donc un bilan carbone robuste, une méthode robuste avec le cabinet de Saint-Front que quelques-uns connaissent ici. On a choisi une méthode qu'on voulait pragmatique, qu'on voulait qui puisse se conjuguer avec la croissance et non pas arriver à tout prix sur la décroissance
pour optimiser des critères ESG. Et alors, je voulais juste terminer sur quelques chiffres pour se rendre compte un petit peu de l'enjeu. Concrètement, là, ce qu'on a mis en place à partir d'un labo, puis en se professionnalisant, c'est une orga et des outils. Et c'est pas rien, ça coûte des sous de mettre en place ça. Mais je pense que c'est bien de l'avoir fait en avance parce que, grosso modo, les coûts que ça va coûter pour agir positivement, parce qu'on en a la conviction, parce qu'on est obligé par les banques ou les reporting, ça va coûter beaucoup plus cher. Concrètement, je pense que le dispositif, rien que pour compter chez moi, ça coûte 300 000 € par an. Il y a 2 personnes qui font ça chez moi à, on va dire, 10% de leur temps. Il y a un pôle RSE qui sont 2 personnes à 50% de leur temps. Il y a 10 collaborateurs qui font de la collecte de données et mettent en place des actions à 10% de leur temps. Grosso modo, je compte ça à 2-3 ETP. Je rajoute à ça des outils pour à peu près 50 000 € et je rajoute à ça des consultants pour nous aider à trouver les bons KPI, etc. Grosso modo, un package à 300 000 € pour une boîte de 150 millions pour commencer à compter. Mais là, on n'a fait que compter. Après, pour faire des actions, par exemple, nous, on passe toute la flotte électrique, toute la flotte à l'électrique. On fait d'autres actions, signature électronique, etc. Bon, bah là, facilement, on arrive dans le million ou les 2 millions d'euros de coûts pour avoir des actions positives, pas seulement les compter. Bon, bah, je suis persuadé que si je n'avais pas tout le dispositif à 300 000 €, probablement que j'irais dépenser 2-3 millions d'euros en pensant que c'est positif, alors que ce n'est pas vraiment un impact positif. Donc voilà, je vous laisse ces quelques ordres de grandeur. Merci beaucoup, Jérôme, pour ton témoignage. On est rentré vraiment dans, là aussi, le pourquoi et le comment, et je t'en remercie, vu par la profession direction financière en entreprise. Maintenant, on va passer à une autre case, qui est Michel. Michel Meunier, donc tu es dirigeant de Janus. Et tiens, Michel, tu es dirigeant de Janus, et je pense qu'à travers le discours de Michel, vous allez comprendre que Michel est un réformiste radical. Donc, il est animé d'une radicalité profonde depuis pas mal d'années. Tu as été aussi président du CJD, le Centre des jeunes dirigeants. Tu es actif dans plein d'organes, à la fois sur les questions environnementales, mais aussi sur les questions comptables. Et donc, tu cherches à aligner tes convictions avec ce que vous faites chez Janus. Et là encore, de la même façon, je vais te poser à peu près les 2 mêmes questions. Pourquoi toi, Michel, tu t'embarques là-dedans? Pourquoi pour ton entreprise, tu penses que c'est stratégique et bénéfique? Et bien entendu, comment? Et on a 10 minutes. Voilà. Formidable. Alors, je vous prie de m'excuser, je vais parler un peu du nez. Ça fait 15 jours que j'ai une crève qui a commencé par une angine qui s'est transformée en rhume et qui descend en bronchite actuellement. Et donc, je devais être qu'à 75% de ma capacité de témoignage. Cependant, comme parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, je vais vous raconter un peu ma vie, mon œuvre, pour pouvoir répondre à la question. Alors, moi, je suis un serial entrepreneur. J'ai créé mon entreprise, ma première, à l'âge de 19 ans. Depuis, j'en ai liquidé quelques-unes, créé quelques-unes, racheté quelques-unes, tupé. Enfin voilà, je vis dans ce monde entrepreneurial depuis que j'ai l'âge de 19 ans. J'ai pas fait beaucoup d'études. Je sais lire, compter, écrire, mais c'était suffisant pour moi pour entrer dans des dispositifs de type HLU, au regard de ce qu'a dit Jérôme et qui a transformé notre vision de à quoi sert l'entreprise. Ça sera mon propos liminaire. Et puis aussi, je vous dirai ce que le Centre des jeunes dirigeants, ce mouvement dont a parlé Hélène, m'a grandement apporté. J'ai 51 ans, je suis papa de 6 enfants. Mon premier fils a 27 ans, Marty, et mon petit dernier, Milan, a 5 ans. Alors quand on me demande « mais pourquoi tu fais tout ça dans ta boîte ?» Je dis « j'espère un jour être grand-père, et si dans 10 ans, 15 ans, je serai certainement, je pense, à la retraite, un de mes petits-enfants vient me voir et me tape sur la jambe et dit « Papy, pendant 40 ans de ta vie professionnelle, tu as été chef d'entreprise, qu'est-ce que tu as fait, toi, pour faire que le monde est dans cet état-là ?» Alors que tu étais à la gouvernance, alors que tu avais ta main dans l'économie, alors que tu avais ta capacité à pouvoir changer le monde. Qu'est-ce que tu as fait? Et donc, ce qu'on essaye de faire chez Janus, c'est d'abord de se poser la question, à quoi sert l'entreprise? Et je crois qu'effectivement, ce dont a parlé Jérôme précédemment, ce sont des outils. Et les outils, c'est comme un marteau. On peut l'utiliser pour planter un clou ou tuer quelqu'un. Donc, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de se dire, mais en fait, c'est quoi la finalité d'une entreprise?
Et au centre des jeunes dirigeants, où je suis rentré à l'âge de 23 ans, j'y ai passé 20 ans de ma vie, j'ai appris mon métier de dirigeant entrepreneur. C'est un mouvement pour lequel j'ai énormément d'affection, qui aujourd'hui réunit la plupart de mes amis de cœur, chefs d'entreprise, très engagés sur ces questions. Il y avait une affiche dans le bureau des anciens locaux, qui était 19 avenue Georges V, qui disait ceci. Et c'est marrant, je fais un lien avec ce que disait Cyril dans l'accueil. Il disait, j'ai ressorti une enquête qui a démarré en 1938. Et 1938, c'est la date de création du Centre des jeunes dirigeants par Jean Mersch, voilà, qui était le fondateur et qui a créé ce mouvement associatif pour accompagner les chefs d'entreprise qui sont soucieux d'améliorer leur performance, mais aussi celle de leur boîte autour. Et je vous dis ce que disait l'affiche, elle disait, la production de biens ou de services ne tire sa valeur que du bien-être qu'elle apporte à la société. Est-ce qu'aujourd'hui, soyons-en conscients et éventuellement convaincus, l'état financier qui sort 3-4 mois après la clôture est le reflet du bien-être de ce que vous avez apporté à vos clients ou à vos parties prenantes. Parce qu'aujourd'hui, les outils comptables n'ont qu'une seule finalité, c'est mesurer la plus-value apportée à l'actionnaire et ses autres parties prenantes, rien à foutre. D'ailleurs, le capital humain dont on parle, c'est bien gentil. Regardez un bilan, les salariés sont un tiers. Ils sont externes, ils ne font même pas partie de l'entreprise. De qui se moque-t-on? Et donc, effectivement, mon premier propos, c'est de se dire, posons-nous d'abord la question quand nous sommes dirigeants et que nous avons la possibilité, c'est ce qu'on se disait avec Jérôme pendant le parcours, tu vas me permettre de donner ce petit secret entre nous, c'est que moi, je lui disais, je suis dans une TPE, 10 salariés, 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires, donc je disais, mince, moi j'ai le pouvoir, parce que ma boîte, je la possède à 100%, mais j'ai pas l'argent pour faire ce que je veux. Et lui, en tant que financier, globalement, dans sa boîte qui allait plutôt bien, il avait l'argent, mais il n'avait pas le pouvoir. Et là, je pense qu'il y a quelque chose autour de la gouvernance qui doit nous dire vers quoi on peut aller. Et donc, pour moi, la finalité de l'entreprise, c'est, si vous et moi, on s'arrête de respirer pendant 10 minutes, à votre avis, qu'est-ce qui va nous arriver? On crève. Voilà, on va mourir. Est-ce que vous croyez que vous vivez pour respirer? Je ne suis pas convaincu. Et donc, ou je suis convaincu du contraire. Pour l'entreprise, c'est pareil. La finalité économique de l'entreprise, c'est ce que disait le sociologue Gaston Geoffroy, ne confondons jamais la fin et les moyens. La finalité de l'entreprise n'est pas de gagner de l'argent. Gagner de l'argent pour une entreprise est une contrainte pour pouvoir continuer à investir, à perdurer et à développer son entreprise. Et donc, on a menti, et on ment encore aujourd'hui aux dirigeants et aux chefs d'entreprise, parce que le monde financier a pris la main sur la finalité, en faisant croire que la seule façon dont on allait mesurer la performance du dirigeant, ce serait sur son pied de bilan. C'est un mensonge éhonté. Et tant qu'on ne change pas ça, tant qu'on ne modifie pas ça, on ne pourra pas travailler sur un concept qu'a développé le Centre des jeunes dirigeants et dont a parlé Hélène dès les années 2000 et qu'il a copyrighté, qui est le concept de performance globale. C'est-à-dire que l'entrepreneur doit se poser la question de sa performance économique, certes pour assurer sa pérennité et son développement, mais aussi de la mesure de sa performance sociale, la mesure de sa performance environnementale et la mesure de sa performance sociétale. Et la performance sociétale pour le CJD, c'est la charte de l'entreprise citoyenne qui lui a valu dans les années 92, lorsqu'il a sorti cette charte, l'exclusion du CNPF, l'actuel MEDEF, puisque en 92, au MEDEF, on ne pouvait pas imaginer qu'une entreprise ne se développait pas dans le désert et qu'elle avait besoin d'être citoyenne. Aujourd'hui, personne ne remettrait ça en cause. Et donc les 10-15 ans dont on parle de retard, effectivement, on est de cet ordre-là. C'est-à-dire que si on avait anticipé un petit peu les choses, on ne serait pas dans cet état aujourd'hui, tant du point de vue du climat que du point de vue de l'érosion de la biodiversité sur cette dégradation qui est absolument détestable pour les générations futures, puisque ce dont on parle aujourd'hui, c'est que nous, entrepreneurs qui avons le pouvoir de changer les choses, si on ne le fait pas, nous sommes en train de modifier les conditions d'habitabilité sur la planète de nos enfants et de nos petits-enfants. Celui qui arrive à vivre avec ça tous les matins en se levant en disant « super, je vais au boulot et pour faire vivre l'actionnaire, on va cracher du fric à mort, et puis tant pis pour ceux qui viendront, tant mieux pour eux », moi personnellement, c'est quelque chose qui me préoccupe. Donc tout ça pour parler du coup de Janus et de ce qu'on a choisi de mettre en œuvre. Donc on s'est, dès la loi Pacte, mis en société à mission, et on a développé un écosystème sur la base des 17 ODD, c'est-à-dire qu'on a développé une vision écosystémique, que vous voyez ici au tableau, qui à relever de 5 éléments, le social, le sociétal, l'environnemental, bien sûr, la mesure de la gouvernance et de l'économie. Et pour mesurer cela,
nous nous sommes mis en démarche sur la comptabilité universelle avec le cabinet de Saint-Front. L'idée étant pour nous d'aller mesurer ce qui comptait, et ce qui comptait, c'était pas l'argent, ce qui comptait, c'était le social, le sociétal et l'environnemental. Ça fait 3 ans qu'on a mis en œuvre la comptabilité universelle. Juste ce que je vous dis aujourd'hui de ce que moi j'en retire, c'est que chaque année, le seul élément qui sortait déficitaire malgré les gros investissements à la transition écologique qu'on essaye de faire dans le monde, que connaît bien Fabrice, qui est le monde du bâtiment, qui dit qu'il fait beaucoup de choses alors qu'il en fait très peu en la matière pour assurer la transition écologique de son modèle, en termes de durabilité et de soutenabilité pour les générations futures, c'est l'environnement qui sortait avec un déficit sans cesse. C'est-à-dire qu'en 3 années, nous avions un bilan social économiquement, puisque l'idée de la comptabilité universelle, c'est de collecter les données et de les monétariser de façon à avoir un actif et un passif, comme pour la partie économique, sur le social, le sociétal et la gouvernance. Gouvernance positive, social positif, mais environnement systématiquement négatif. Et donc ça, je pense que c'est une leçon de se dire que quand on fait comme nous, dans une TPE de 10 salariés, 2 bilans en scope 3, et qu'on s'aperçoit de 2 choses, que déjà 85% de nos émissions de gaz à effet de serre sont issues du scope 3 de nos achats sur lequel on n'a pas la main, que parallèlement à ça, on travaille à 95% sur des marchés publics, et celui qui nous dit d'acheter un produit avec des coûts cachés, c'est la puissance publique, le donneur d'ordre, qui lui-même ne montre pas l'exemple en ne demandant pas et en n'étant pas assez exigeant vis-à-vis des entreprises sur les clauses sociales déjà, puisqu'aujourd'hui elles représentent qu'à 0,5% des marchés publics. On pourrait faire mieux sur l'insertion, mais encore moins sur les clauses environnementales, même si on voit quelques trucs apparaître, on pourrait parler du réemploi, ça vous intéresse. En tout cas, juste pour vous dire que nous sommes en train aujourd'hui d'aligner cette comptabilité sur la CSRD. Donc on a pris le référentiel de l'EFRAC sur les ESRS, et puis on a commencé, et je vous ai donné ici à la fin, bon, ça vous connaissez, on peut juste passer sur la dernière. Je voulais juste vous dire qu'on a fait ce travail de double matérialité, impact matériel, impact financier, qui est extrêmement intéressant et qui va du coup réorienter et guider les actions qui sont majeures pour les nôtres. Et vous l'avez compris, en tout cas pour nous, ce ne seront pas les actions à impact financier qui vont nous intéresser, ce sont vraiment les actions à impact matériel sur lesquelles on va travailler le plus, c'est-à-dire qu'en bas, vous avez le financier, vous avez le matériel. Donc, par exemple, les pratiques de commercialisation responsable, ben là, vous avez vu, c'est tout le modèle a changé. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui d'engager nos parties prenantes, c'est-à-dire que les fabricants aujourd'hui sont des gros qui, globalement, ont du mal, même dans le cadre des évolutions réglementaires de la loi, c'est-à-dire on pourrait parler de l'AGEC, la loi anti-gaspillage et économie circulaire de 2020 qui a créé dans le bâtiment la REP, la responsabilité élargie des producteurs. Nous devrions aujourd'hui avoir, quand on achète un produit du bâtiment, une durée de vie et pas une durée de garantie, une notice d'entretien avec un équivalent de degré de réparabilité sur la capacité à remplacer un certain nombre de pièces détachées. Allez chercher ça, c'est vos fournisseurs. Vous êtes le petit, hein, vous êtes insignifiant chez eux, vous représentez 0,01% de leur chiffre d'affaires. Ils vous regardent avec des grands yeux en disant mais de quoi il nous parle cet individu, cet uluberlu? Il est absolument délirant et pourtant c'est à mon avis le sens de l'histoire. C'est vers ça que l'on doit aller. Désolé, j'étais trop long, pardon. Non, merci Michel, c'était super en 10 minutes. On sait que c'est très court. On va ouvrir une première vague de questions de la salle parce qu'on est heureux de vous avoir tous là ce matin. Vos réactions, questions, curiosités par rapport à ce que nos 3 intervenants ont dit. On va faire passer un micro, je pense. Qui a une première question? Ouais, on va en trouver une. Moi, j'ai une question très pratico-pratique. En fait, qu'est-ce que ça implique de mettre en place une comptabilité universelle? C'est quoi les étapes pour une entreprise, quelle que soit sa taille? Tu pourras rebondir, hein, Jérôme, puisqu'on a travaillé un peu sur le même outil. Mais le vrai souci, en tout cas, taille d'entreprise, moins de 10 salariés, la collecte de la data. Pareil pour le bilan carbone. Hein. Et on n'est pas du tout outillé, on n'a pas les outils. Aujourd'hui, on a des outils pour faire de la compta et pour gérer l'exploitation. On n'a pas d'outils pour aller collecter les données. Je vous donne un exemple. C'est le cabinet qui... Non, c'est l'entreprise. Là... qui collecte, oui, mais ouais. Qui pose, en fait, sur le D'accord. Départ, ok. Quelles sont les données à récolter. Donc, en fait, on décide ensemble, dans le cadre de la comptabilité universelle, avec là, le cabinet de Saint-Front et donc Pauline, sa dirigeante en l'occurrence, on a décidé quels étaient les indicateurs qui étaient importants pour nous sur les axes social, environnemental et de gouvernance. Une fois qu'on a défini ces éléments-là, elle nous a donné un tableau sur lequel il fallait, pour qu'elle puisse
transférer ces données en monnaie sonnante et trébuchante, donc qu'elle puisse monétariser les données, il fallait collecter les données, par exemple, sur l'environnement, le carbone en scope 1 et 2. Si vous n'avez pas la capacité de pouvoir donner ces éléments, eux ne peuvent pas travailler. Voilà. Donc c'est une définition d'abord en première partie de qu'est-ce que nous voulons comme indicateur, que l'on décide ensemble entre ce que ont aussi la capacité à monétariser et ce que l'entreprise a la capacité à collecter. Et ensuite, le chemin se met en route. Mais le vrai travail, il est effectivement en entreprise sur la collecte qui pose un certain nombre de soucis parce qu'on n'est pas outillé pour ça. Tu peux peut-être compléter, Jérôme? Si je peux compléter, je pense que dans mon expérience, ça a été, je dirais, 1 mois avec le cabinet de définition des indicateurs. Ensuite, 1 mois de collecte. Concrètement, moi, j'ai décidé qu'il fallait un contrôleur de gestion performance globale qui aille challenger les indicateurs, fixer des objectifs, etc. Et un comptable de ces mêmes indicateurs qui assure l'audit et le sourcing des données. Et puis, dans ce mois-là de collecte, puis de collecte et de définition, il y a quelques allers-retours. Et en fait, je voulais prendre quelques exemples. Nous, on s'était dit, l'actionnariat salarié, c'est du capital social. Bon, en discutant avec le cabinet, non. L'actionnariat salarié, on a l'impression de donner de la valeur aux employés, sauf que cette valeur, si ça se trouve, elle est pourrie. Parce que si la boîte part au tapis, en fait, on a juste filé de la valeur pourrie. Donc le cabinet est bien là pour nous dire, non, le capital social, vous prenez la formation, l'absentéisme. Donc il y a une liste comme ça, auquel on n'avait pas pensé, qui monétarise l'absentéisme, qui monétarise la formation, etc. Puis l'actionnariat salarié, si c'est vraiment important pour vous, entreprise, à ce moment-là, on va le compter, mais on va le compter d'une certaine manière et plutôt dans la gouvernance. Donc on a décidé de compter les dividendes qu'on file aux salariés. Ça, c'est du concret, plutôt que juste le concept de quelle est la part du capital, parce que sinon on se voit facilement trop beau, notamment si la boîte part au tapis dans 6 ans. Je vais peut-être juste souligner le fait qu'aujourd'hui, dans ce type de démarches qui vont au-delà du réglementaire et qui sont donc des démarches volontaires d'acteurs, il y a aujourd'hui, de par le monde, mais en France en particulier, une diversité de méthodes, juste le rappeler. Donc, dans le cadre de la comptabilité universelle, vous êtes effectivement dans une des approches qui est aujourd'hui la plus normée, la plus standardisée, parce que ça fait très longtemps que le cabinet de Saint-Front travaille là-dessus. Les premiers développements, c'était en 2009-2012. Après, il y a d'autres méthodes qui existent et qui peuvent être plus, je ne vais pas dire exigeantes, mais vont vous demander d'autres types de données parce qu'elles ont une mécanique comptable qui fonctionne différemment. Par exemple, la méthode LIFT, on est beaucoup sur les analyses du cycle de vie, donc vous allez devoir avoir des données d'ACV. Sur la méthode CARE, on est plutôt sur la définition de seuil écologique, donc on va vous demander des données assez précises sur ce que vous êtes en train de faire sur vos entités capitales, etc. Voilà. Donc c'est, moi, quelque chose que je dis souvent, donc je vais profiter de le répéter, choisir une méthode aujourd'hui, c'est aussi choisir une démarche, c'est aussi choisir une trajectoire. Donc, avant de réfléchir intrant, donné, il faut vraiment se dire, est-ce que je suis aligné avec ce que la méthode veut me faire faire comme chemin? Voilà. À ce sujet, parce que dans un format très court, on ne peut pas vous exposer toutes les différentes méthodes innovantes. Il y a un rapport de synthèse qui présente notamment les 3 méthodes dont on parle, la compta universelle, méthode CARE et LIFT, qui est sur la table là-bas après Adler petit déjeuner. Si vous voulez le feuilleter, ça peut vous donner déjà une idée du panorama de ce qui existe. Et tu l'as dit, les philosophies sous-jacentes et ce que ça amène en termes pratiques sont très différentes. Pour les curieux, vous pouvez aussi vous procurer ou feuilleter le livre de Delphine Gébassier, qui est sorti très récemment sur l'approche de comptabilité LIFT, notamment pour toute sa première partie, parce qu'elle définit ce qu'elle appelle les anti-principes comptables. C'est-à-dire en quoi les fondamentaux de cette approche sont bien souvent à l'inverse de ce que la profession comptable et les normes comptables ont développé. En particulier, comment réinscrire l'économie dans le do-not, le fameux do-not, les limites planétaires, les fondations sociales. Qu'est-ce que ça amène comme révolution de principes comptables ? Donc, avant de choisir une méthode, et d'ailleurs vos 2 exemples l'ont un petit peu dit, est-ce que vous voulez faire une transition en douceur, continuer un dialogue actionnarial avec une trajectoire de croissance de l'entreprise et néanmoins faire entrer de plus en plus les questions écologiques? Est-ce que vous voulez aller vers un modèle intrinsèquement aussi écologique que possible et éventuellement avec une trajectoire de non-croissance ou de post-croissance? Bien entendu, ce sont les premières questions à se poser. C'est la vision d'ensemble qui ensuite va amener les choix techniques. Voilà. Pour toute personne curieuse de ça, on a des personnes ressources autour de HLU. Donc Louis est une personne ressource,
Delphine, aujourd'hui, n'intervient plus en prestation, mais son écosystème d'acteurs est toujours à disposition aussi pour apporter de la compétence. Et donc là encore, je pense que vous avez compris, Jérôme, tu l'as dit, tu as appris en faisant. Donc la question de la formation des Chief Value Officers, pour moi, elle est déterminante. C'est-à-dire comment un directeur financier, demain, devient un Chief Value Officer. C'est, pour moi, une des grosses marches à monter pour faire rentrer et déployer ces systèmes. Il y a une question là-bas. Ouais. Oui, bonjour Christophe Eouzan. Vous avez une démarche pionnière et volontaire. On a parlé de la CSRD aussi, pour des groupes qui ont été moins pionniers, moins volontaires, et qui sont dans la démarche CSRD. Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui va plus loin, ou c'est finalement les grands groupes à qui la CSRD s'impose vont forcément y arriver grâce à la CSRD? Je vais peut-être vous faire une réponse de cadrage par rapport à ça. Vous écoutez certains porteurs de méthodes, aujourd'hui, ils vous expliquent que la CSRD est la première étape vers leur méthode, par exemple. Voilà. Donc, je pense il faut bien réaliser, et ça a été dit avec, je pense, beaucoup de... C'est très, très important. On n'a pas les systèmes d'information aujourd'hui. L'idée, c'est bien de prendre des décisions différentes, c'est d'adopter des trajectoires, mais en fait, le constat que tout le monde a fait depuis 25 ans, c'est qu'on n'a pas le système d'information. Soit il y avait des démarches volontaires et la réunion classique, le DAF, la RSE, regardez, impact carbone, la DAF, return on asset, on est où là? Qu'est-ce qui se passe? Donc l'information n'était pas jugée de qualité, etc. Soit tout simplement il n'y avait pas la donnée. Et là, sur la biodiversité, c'est le talon d'Achille complet de la démarche, tout le monde le sait, donc il y a des choses qui existent, mais voilà, est-ce qu'on fait des indicateurs uniques, etc. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment se dire que quand on fait la CSRD, on construit une culture d'entreprise, on amène un niveau d'information qui est partagé, on crée une comparabilité dont il faudra rediscuter, mais c'est quand même l'enjeu. Derrière, le fait d'adopter ce type de démarche, pour moi, ça vous met dans une trajectoire, ça vous dit finalement, ça commence à vous indiquer qu'est-ce que vous allez faire, ça met une magnitude financière aussi sur ces choses, puisque la plupart de ces approches, notamment françaises, elles sont mises en format comptabilité partie double, parce que leur finalité, c'est de vous faire prendre conscience qu'il y a des actifs ou des passifs, hein, c'est notre débat, et que sur la base de ces éléments-là, vous avez une responsabilité de régénération, de maintenance vis-à-vis de ces éléments-là. Donc elles vont, après une première étape CSRD, qui est une étape de diagnostic, où vous avez aussi des éléments qualitatifs de trajectoire, hein, c'est pas ce que je dis, mais vous êtes vraiment dans la construction du système d'information. Par ces approches-là, vous allez prendre, si tout va bien, des décisions un peu engageantes sur votre comptabilité et donc votre modèle d'affaires. Oui, encore une fois, il y a deux visions. Il y a est-ce que je mets mon entreprise en conformité par rapport à la réglementation, ou c'est quoi la vision du développement de ma boîte et comment je me mets en harmonie et comment j'utilise la réglementation. Si j'ai pris 3 pas d'avance, hein, moi j'ai toujours appris que les 3 verbes d'action du dirigeant, c'était anticiper, anticiper, anticiper. En l'occurrence, ce qu'on s'aperçoit sur ces questions-là, c'est qu'il n'y a quasi pas d'anticipation. On peut regarder ce qui se passe sur la DPEF depuis l'article 255 de la loi Grenelle 2, qui de mémoire date de 2008. Est-ce que ça a changé grand-chose à la finalité des boîtes? Je ne suis pas persuadé. Parce que les indicateurs, aujourd'hui, si on ne sait pas les monétariser, pour un financier, ça ne veut rien dire. 2% de taux d'accident de travail, 885 heures de formation, c'est formidable. Est-ce que ça change les bidas? Certainement pas. Et donc, la question fondamentale pour moi, c'est est-ce que vous souhaitez être une entreprise pionnière qui vous mettez en avance sur ce qui va faire que systématiquement, depuis que l'humanité, depuis que le monde est monde, ça n'a jamais été l'entrepreneur qui a changé le monde, ça a toujours été la loi et la réglementation qui a dit aux entrepreneurs, vous arrêtez vos conneries. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui se positionner comme des gens fiers, en tant que dirigeant ou entrepreneur, d'avoir permis d'apporter du bien-être ou du bien commun à la société, puisqu'aujourd'hui, c'est systématiquement la réglementation qui vient nous dire on va vous demander, s'il vous plaît, de traiter la question, même si c'est compliqué, de la biodiversité. Et donc, il y a vraiment, aujourd'hui, à mon avis, il y a plusieurs trajectoires, il y a plusieurs scénarios, mais il y a ceux qui vont anticiper, qui ont déjà anticipé, qui ont déjà changé le modèle et qui ont intégré des indicateurs de performance extra-financiers comme des éléments de pilotage positifs pour aller vers ce bien commun ou l'intérêt général pour la société. Et puis il y a ceux qui continuent à business as usual, on continue comme avant, tant que ça crache du fric, ça nous fait gagner de l'argent.
Ces gens-là, il faudra se poser la question de ce qu'ils vont devenir quand on va les mettre dans la moulinette de la CSRD. J'en sais encore rien, puisque malheureusement, on n'a pas assez de recul aujourd'hui. Merci Barbara. On prend une question de Madame et de Fabrice. Ouais. Oui, bonjour. J'ai 2 questions. La première, c'est pour vous, Monsieur Michel Meunier. Si je reformule bien, du coup, toute cette démarche, pour vous, elle a abouti à la conclusion que votre principal impact négatif, finalement, n'était pas entre vos mains. Pouvez-vous nous donner 1 ou 2 exemples de décisions stratégiques que vous avez prises suite à cette prise de conscience? Et ma deuxième question, moi, je travaille dans le secteur de l'accompagnement des personnes âgées qui ont des troubles cognitifs. Donc là, on a des super exemples très inspirants de cette démarche, mais avec du coup des activités qui ont principalement un impact environnemental. Avez-vous des exemples de démarches semblables du coup dans des secteurs qui sont plutôt sur la création de liens avec des publics fragilisés? Merci. Je vais vous donner un exemple concret sur la gestion des déchets. Quand en 2020, on se met à regarder ce que va donner l'AGEC sur le tri en 5 flux, on n'attend pas que la REP se mette en œuvre, parce que si on attend la Fédération française du bâtiment, qui est un organe politique qui se doit d'avoir plus de 50 000 membres pour être représentatif au niveau du gouvernement et avoir un poids politique pour continuer à construire du logement et faire que le chiffre d'affaires et que le business continue à tourner. Bon. L'anticipation, ça nous a fait changer de prestataire de service, parce que j'ai découvert qu'on enfouissait en France, tenez-vous bien, mais c'est hallucinant, vous tombez sur le cul dès que vous creusez un sujet sur la question environnementale. Nous enfouissons 400 000 tonnes de menuiserie sous terre. Alors que nous avons depuis 2008 un industriel allemand qui s'appelle VK, qui s'est implanté dans l'Est de la France, que j'ai été visiter en 2020, et qui, pour faire tourner son usine de démantèlement de menuiserie par un procédé industriel qui permet de refabriquer à la fois des billes et des lentilles blanches et ou colorées pour refaire des profilés de menuiserie pour fabriquer des menuiseries notamment PVC avec du PVC recyclé, c'est-à-dire démarrer une forme d'économie circulaire, importe 8000 tonnes chaque année de Grande-Bretagne de menuiserie pour faire tourner leur usine. Vous voyez un peu l'aberration du système. Donc, que font les entrepreneurs? Ils ont une responsabilité. Que fait la loi? Elle en a une aussi, puisque normalement, dans l'AGEC, un déchet considéré comme un déchet qui n'est pas ultime ne devrait pas être enfoui, il continue à l'être. Donc ça pose une question. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de trier en 7 flux dès 2020. On a changé de prestataire, on a mis une benne PVC. Nous avons décidé que sur l'ensemble des chantiers en entretien et en rénovation, nous ne traiterons pas les déchets sur le chantier. Nous ramenons 100% des déchets à l'atelier. Nous utilisons nos propres collaborateurs pour démanteler toutes les menuiseries. Et donc, quand on récupère une menuiserie en neuf ou en rénovation que l'on remplace, on la démantèle, on enlève les parts closes, on enlève le verre, on enlève la poignée. On s'est posé la question du réemploi, on a stocké pendant longtemps, mais les clients aujourd'hui, pour répondre et appuyer mon propos, aujourd'hui ne nous permettent pas dans les marchés de faire du réemploi, donc on remet du neuf, parce que aujourd'hui on nous a dit pendant longtemps, vous n'avez pas la garantie décennale. Donc on a été voir AXA à Paris, à la Défense, ça m'a coûté 3-4 réunions de 2 heures avec la direction d'AXA, et depuis janvier 2023, nous avons la même garantie décennale pour le réemploi. Et maintenant, nos clients, souvent les bailleurs sociaux, nous expliquent que oui, acceptabilité sociale. Est-ce qu'un locataire dans le logement va accepter de s'asseoir sur un toilette qui serait un toilette issu de la réhabilitation? Donc, bon, voilà. Donc, aujourd'hui, la problématique, c'est qu'effectivement, là où on peut agir, on agit. Et là où on peut agir aujourd'hui, c'est uniquement en interne. Former nos collaborateurs, changer nos méthodes. Et on est arrivé au bout de 4 ans, un peu au bout du bout. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, vraiment, c'est comment nous allons pouvoir trouver des coopérations fabricants, distributeurs, importateurs, et comment nous allons pouvoir trouver des coopérations avec nos clients qui nous disent « Non mais vous comprenez, on ne peut pas discuter avec vous avant la création et le lancement de l'appel d'offres, parce que sinon, on va vous dire que c'est de la concurrence déloyale. » Donc il y a un sujet dans le terme de comment on va passer de la compétition à la coopération pour ces enjeux-là, qui est un sujet de réflexion auquel aujourd'hui, je n'ai pas les réponses. On y travaille, mais c'est extrêmement compliqué. Par exemple, sur la première double matérialité que nous avions déjà fait en 2020, là on l'a refait sur la CSRD, mais on l'avait déjà fait, on avait questionné toutes nos parties prenantes. Donc ça peut être la forme de regarder ce qu'attendent nos clients, ce qu'attendent nos fournisseurs et comment on pourrait entrer en discussion, en coopération avec eux pour résoudre les problématiques, notamment ce que je vous disais sur le sourcing des produits, assurer l'allongement des produits que l'on pose chez nos clients. Je fais une réponse très courte sur la deuxième question. Après, je passe la parole à Fabrice. Sur compter le capital social et humain, j'ai envie de dire, c'est souvent encore pire en termes de fondamentaux de méthode. Toutefois, dans les exemples d'entreprises réussies dont le cœur de modèle d'affaires est fondé sur la qualité des liens, j'ai envie de citer Allenvie, qui est une entreprise de service à la personne et personnes âgées, montée, cofondée par Guillaume Desnaux et 2 cofondateurs.
Guillaume aujourd'hui est coprésident de la communauté des entreprises à mission et ce n'est pas un hasard parce que c'était avant l'heure, de manière pionnière, un anti-Orpea. Donc pour ceux qui connaissent un peu le secteur, il a fallu attendre la faillite fracassante d'Orpea pour qu'on se rende compte qu'il y avait peut-être quand même un souci sur le modèle et sur la financiarisation extrême de ces métiers, alors même que Guillaume a depuis effectivement des années développé un modèle fondé sur la qualité des liens et par ailleurs des modalités de gouvernance différentes, des modalités de management différentes. Voilà, donc pour les curieux, j'ai envie de vous dire, allez regarder ce qu'ils font. Comment ils comptent? Il y a des choses qu'on peut difficilement compter. Et Cyril, tu disais en introduction, qu'est-ce qui rend heureux? C'est la qualité des liens. Est-ce qu'on peut mettre dans des chiffres la qualité des liens? Ça, c'est une vraie question. Il y a plein de proxys qui permettent d'avoir une idée de est-ce que ça se passe bien, est-ce qu'on y met les moyens en amont et est-ce qu'on peut diagnostiquer en aval les résultats positifs. Mais la simple mesure de la qualité des liens, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Très rapidement, pour vous porter à connaissance le fait que, par exemple, nous faisons la démarche d'évaluation aujourd'hui d'un dispositif de réemploi des aides techniques à destination des personnes âgées dans le sud-ouest. Il y a quelque chose qui s'est monté, qui est suivi par la CNSA. Donc, selon la question que vous vous posez, toujours pareil, ça peut aussi être une démarche évaluative qui est votre réponse, qui va faire une analyse coût-bénéfice, qui va faire une analyse plus qualitative de ce qui est en train d'être fait. Donc, ça peut... Voilà, je profite de ça juste pour dire qu'on est beaucoup sur ce débat comptabilité, partie double, etc. Mais compter ce qui compte, c'est des fois aussi mettre en place d'autres logiques d'évaluation qui correspondent à la valorisation d'un projet, à la mise en avant d'une initiative. Et ça peut avoir des résultats tout aussi spectaculaires, monétarisés ou non. Voilà, c'était tout. Ouais, tu as un peu répondu à la question que je voulais poser parce que en fait, le capital immatériel de l'entreprise, son capital nature et son capital humain, il se mesurera jamais aussi concrètement que le capital financier, parce que les indicateurs seront plus fragiles, plus gazeux, comme disait notre ami Fustek à une époque. Et la question que j'ai à vous poser, c'est nous, au C3D, au Regen Ecosystem, on réfléchit beaucoup à ces sujets, évidemment, qui sont fondamentaux. Et on se dit que par rapport à l'urgence d'agir, vous l'avez tous dit, on a beaucoup de retard. Est-ce qu'il ne faut pas directement passer au changement de modèle d'affaires? Parce que finalement, tout ça, c'est un problème de modèle d'affaires. Et passer d'une approche linéaire, extractiviste, à une approche permacirculaire basée sur le réemploi. Enfin, vous avez dit tous les mots qu'il fallait employer et de ne pas forcément chercher à tout mesurer, parce que mesurer la préservation de la vie, donner un prix à une fleur, ça n'a pas beaucoup de sens, en fait, en réalité. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt engager les entreprises à shifter leur modèle d'affaires, à arrêter le linéaire le plus vite possible et basé sur des logiques de coopération, réemploi, réparabilité, etc. Et après, la façon de mesurer ça, c'est plus on fera monter le modèle d'affaires collaboratif, permacirculaire, et que le 100% du chiffre d'affaires sera sur ce modèle-là, ben forcément, automatiquement, le capital nature et le capital humain va augmenter d'une façon presque naturelle, quoi. Voilà. Je suis peut-être un peu naïf, mais... Non, c'est une très bonne question, et puis merci de l'avoir posée, parce que justement, en préparant cette table ronde, je me disais finalement, qu'est-ce que fait la comptabilité et qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Eh ben, elle fait deux choses aujourd'hui, principalement. Elle met en avant, par les mécanismes, la question de l'atténuation, de la réduction. Voilà. C'est des modèles. Moi, je les appelle des modèles de diagnostic d'insoutenabilité, parce que l'idée, c'est bien ça, c'est de vous dire ce qui ne va pas. Voilà. Vous avez tel impact, vous n'avez pas tel impact. Voilà. La deuxième chose qu'elles font plutôt bien, ou en tout cas que les modèles ambitionnent de faire malgré tout, c'est via parce que ça c'est plutôt compte de résultats, ce que je viens de dire, c'est via la prise en compte du bilan, on va vous challenger sur qu'est-ce que vous faites pour maintenir, préserver, régénérer, chacun choisit ses mots, des actifs. Et donc là, on fait quand même un pas vers cette logique-là, et ça peut avoir de l'intérêt si vous avez besoin. Donc là, je vous renvoie à toutes les expériences en cours autour de est-ce qu'on bloque des réserves, est-ce qu'on matérialise des dettes et qu'on doit rembourser en priorité. Donc c'est toutes ces expérimentations qui sont en cours. Mais il y a cette idée d'allouer à un fonds. Alors ceux qui ont l'habitude savent qu'avec des prix directeurs du carbone, on avait déjà essayé de faire des choses un peu similaires. Voilà, on reformule ça, on réessaye d'une autre façon. Est-ce que ça convaincra mieux les gens cette fois-ci? Bon, voilà, c'est toujours un petit peu ce processus-là. Et après, voilà, effectivement, merci de la question. Ce qu'une comptabilité qui n'est qu'un système d'information ne fera jamais, c'est de vous dire comment je change mon modèle d'affaires. Voilà, c'est évident. Et voilà, pour quand même, pour moi, c'est pas une question de naïveté, c'est qu'en fait, l'information, elle est produite toujours par quelqu'un et pour quelqu'un. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui font peut-être sens dans des comptes nationaux,
pour moi, valoriser le capital naturel dans la comptabilité nationale, ça a du sens pour tout un tas de raisons dont on pourrait reparler. Ça n'a pas forcément de sens, effectivement, dans une comptabilité d'acteurs, et c'est pas forcément un préalable à l'action. Là-dessus, je suis assez d'accord. Simplement, je pense que là aussi, au terme d'années d'essais-erreurs, c'est aussi par la comptabilité d'essayer d'avoir un nouveau levier pour engager de nouvelles personnes, pour essayer d'avancer plus vite. Et malheureusement, c'est une question empirique, comme j'aime à dire, de savoir si ça va amener sur cette question du modèle d'affaires ou pas. Voilà. Je voyais que Cyril peut-être voulait réagir à la question du modèle d'affaires, et ensuite on prend une autre question. Si tu voulais réagir là-dessus, sinon je prends une question. Et très vite pour laisser de la place aux questions. Pardon. Et en fait, derrière le modèle d'affaires, il y a le changement des imaginaires. Parce qu'en fait, pour pouvoir changer son modèle d'affaires, il faut chausser des lunettes différentes. Et là, on touche un autre registre, qui est le système de représentation. C'est quoi la réussite? Qu'est-ce qu'on valorise dans la société? Alors, en l'occurrence, le pouvoir, l'argent, et l'argent sonnant et trébuchant. Et c'est ce système-là qu'il faudrait réussir à changer. Et là, on touche au disque dur des gens, on touche à leur culture, on touche à des choses assez fondamentales. Et c'est probablement le plus dur, c'est de faire évoluer ces imaginaires. Et c'est là, je crois, la première nécessité, la comptabilité en triple capital ou multicapitaux n'étant qu'un outil, le modèle d'affaires qui change et qui doit changer n'étant qu'une conséquence du fait qu'on a changé ses lunettes, quoi. Merci beaucoup, Cyril. Guillaume, tu avais une question. Oui, alors moi, je déteste la comptabilité, je déteste le côté financier de ce qu'on peut donner, alors que je suis plutôt quelqu'un de commercial, sur du business développement. Mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est que de ce que j'ai pu comprendre de vos témoignages, c'est que c'est justement par le biais de la comptabilité, de l'analyse des data et des chiffres, qu'on peut essayer de faire un changement. Est-ce que et donc du coup, souvent dans l'entreprise, en fait, c'est très technique. Il y a beaucoup de normes. Est-ce que pour embarquer la vision des autres collaborateurs au sein de l'entreprise, vous expliquez ce que vous faites? Parce que en fait, pour qu'il y ait une adhésion, c'est aussi une transmission et embarquer en fait l'ensemble des forces vives des équipes, quoi. Voilà. Merci. Merci Guillaume. On va répondre. Je vais passer la parole à Jérôme. La comptabilité comme un langage, mais encore faut-il qu'il ait du sens pour tout le monde. Vas-y, Jérôme. Oui, clairement. En fait, j'avais envie d'y répondre sur qu'est-ce que ça apporte en entreprise et qu'est-ce que ça n'apporte pas. Et donc, alors oui, on en parle. Alors, qu'est-ce que ça apporte? Déjà, ça a apporté de la fierté et de la créativité aux équipes qui, normalement, sont pas vraiment fiers de compter des euros et sont pas vraiment créatifs dans le fait de compter des euros. Donc déjà, il y a quand même ce truc-là. Et moi, la plus belle chose qu'on m'ait dite quand j'ai commencé à en parler, c'est quelqu'un qui codait pour une application et qui m'a dit merci de compter ça parce que j'ai l'impression que je suis pas juste là pour générer des clics qui derrière vont peut-être faire des euros, etc. Je suis là pour contribuer à quelque chose d'un peu tout et je vois que tu le comptes. Donc il y a quand même ce truc-là. En fait, après, dans ce que ça n'apporte pas, oui, j'en parle, et j'en parle notamment au président. Ça n'apporte pas forcément l'action directe que j'aurais souhaité. Effectivement, quand je lui dis, en fait, on a une dette environnementale assez importante et on pourrait agir comme ça, et notamment faire de la compensation, il dit avec des jolis mots, t'es gentil, mais en fait, c'est quand même mes sous. Donc oui, on en parle. En fait, ce que je veux dire, c'est que finalement, je trouve que ce qui apporte le plus de parler de ces côtés techniques, etc., c'est pour moi de planter des graines. Alors, il faut que le terrain soit fertile, mais de planter des graines pour des actions qui pourront avoir lieu peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et en fait, là aujourd'hui, je pense que le pôle RSE met en œuvre des actions qui sont beaucoup plus pertinentes que si je n'avais pas commencé à compter des trucs il y a 2 ans. Et donc, je m'en sens un petit peu responsable de ça. Et puis, le dernier exemple, pour être vraiment sur du concret, le fait d'avoir commencé à parler de ces trucs-là dans des termes un petit peu vagues au début, puis un peu techniques, etc., on a, dans ce qu'on vend, on vend une petite balise de géolocalisation qu'on planque dans les voitures et qui permettent de récolter pas mal de données et d'aider les automobilistes. Bon, ce petit truc-là, il est produit en Chine. Et dans pas longtemps, il y en aura 1 million sur la route en France. Bon, on s'est dit, là, il y a quand même peut-être un souci. Ça vient de Chine, c'est en plastique.
C'est quoi est-ce qu'on peut pas faire mieux avec ça? Et progressivement, mais ça a mis du temps, on a fait une vraie analyse de cycle de vie en triple capital. Et c'est quoi l'impact environnemental, social, etc. J'aurais jamais cru il y a 3 ans qu'on arriverait à une décision aussi concrète que ça. Et qu'est-ce que ça a amené à la fin? C'est qu'on a décidé de pas changer la balise, on garde la même. Donc finalement, on n'a pas remobilisé des moyens de production en Chine pour changer. On a choisi le producteur chinois qui donnait le meilleur gage de travail et avec le moindre impact, même si c'était relocalisé en France. Donc on a quand même à la fin une décision pertinente par le fait qu'on a commencé à planter des graines il y a quelques années. Et exemple très rapide de changement de lunettes, pour aller dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, quand son président lui dit « c'est quand même mes sous », la question peut se poser de savoir si c'est vraiment que ses sous. C'est le sujet du propriétarisme, c'est-à-dire « not in my backyard », c'est-à-dire que c'est à moi et ce n'est pas aux autres. En fait, aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés interroge et questionne le sujet de la propriété. Est-ce que c'est quand même que ses sous? En fait, peut-être pas, dans la mesure où son activité a créé une dette potentiellement. Donc ça veut dire que c'est pas que ses sous et qu'il a une responsabilité de rendre. Et donc c'est ce changement de lunettes qu'il faut opérer. C'est peut-être pas que tes sous en fait. Désolé. Voilà, pardon. Merci. Merci beaucoup Cyril, parce qu'en fait, on a bien compris que la comptabilité peut être un langage pour l'action, un langage de dialogue, mais c'est aussi le droit dur. Et si je reprends des mots de Jacques Richard, qui était professeur émérite à Dauphine en comptabilité socio-environnementale, aujourd'hui, les normes comptables font que les entreprises dégagent un résultat positif, alors qu'effectivement, elles peuvent créer des dettes environnementales ou des passifs de différentes natures qu'elles n'assumeront pas. Donc ça mène à la question de la responsabilité du dirigeant, de ses motivations pour agir et de ses choix forts, de ses choix éthiques, de ses choix de gouvernance. Et pour en parler un petit peu plus, je voudrais bien, Carole, si on peut du coup, effectivement vous partager en 2 mots vraiment cette expérience que Jérôme et Michel ont vécue. Donc c'est un parcours que HLU a créé en 2021 qui s'appelle Du cœur aux actes, un parcours pour dirigeants itinérants en France à la rencontre de dirigeants pionniers et ou inspirants ou confrontants, tel que tu l'as dit Jérôme. Donc à chaque module, et il y a 8 modules, on va sur différents territoires rencontrer des dirigeants qui essayent d'agir avec intégrité, avec passion, en innovant. Et voilà les thématiques qu'on aborde. Et vous voyez que la comptabilité n'en est qu'une par rapport à la réflexion très juste de Fabrice, qui est est-ce que c'est le seul bon outil pour le changement? Clairement pas. Et en fait, nous, on part exactement de l'inverse des outils ou de l'entreprise, on part de la personne du dirigeant. Quel est le positionnement du dirigeant dans la vie, ce vers quoi il veut aller? Quand il agit au nom de quoi? Quel système de valeurs? Quel niveau d'empathie? Quel est son courage de passer aux actes? Et tout le reste, ça lui permet de découvrir des thématiques et des leviers d'action. Donc de toute façon, sans volonté, il ne se passera rien. Et moi, je suis convaincue de ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de transition vers une économie plus durable sans volonté des dirigeants eux-mêmes. Et j'avais une fois une discussion un peu surréaliste avec Louis-Albert de Broglie, que certains connaissent peut-être, qui est surnommé le prince jardinier. Et on avait une discussion sur les conséquences du changement climatique et les dégâts que ça allait générer. Et sa question, c'était, mais qui va avoir le plus à perdre? En gros, quelqu'un qui va être les pieds dans l'eau et qui va perdre la vie, sa maison, sa famille, ses possessions matérielles, même s'il en a très peu, ou un ultra-riche. Et il m'avait dit, mais détrompe-toi, c'est les ultra-riches qui ont le plus à perdre. Et donc, ils sont le plus en résistance, paradoxalement. Alors, ça se comprend très bien, mais en fait, j'ai trouvé que ce point de vue était hyper intéressant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a accumulé quelque chose, c'est la fameuse phrase « ce qu'on possède nous possède ». D'une part, et d'autre part, si on revient à la psychologie des dirigeants que tu évoquais, Cyril, aussi, c'est quoi le modèle de réussite? C'est quoi les imaginaires qu'on a en tête? Vers quoi on veut aller? Quel est son positionnement, son chemin de vie? La trace qu'on laisse. Bon. Donc, on ne peut pas faire de changement par les outils tant qu'on ne s'est pas posé toutes ces questions très personnelles en amont. Donc, pour ceux que ça intéresse, donc dans la fin du petit déjeuner autour d'un café, je vous invite à discuter avec Cyril ou avec Michel ou avec Jérôme sur pourquoi ils étaient rentrés dans ce parcours et ce qu'ils en ont tiré. Là encore, pour agir en cohérence, pour agir avec plus de force, plus de vitesse, plus de coopération aussi, puisque on a tous des envies différentes dans la vie, finalement, quelque part. Comment on coopère avec ses équipes ou avec ses parties prenantes sur des sujets comme ça? C'est-à-dire, si on court devant le train mais qu'il n'y a personne qui suit, on n'est pas un leader, on est isolé. Donc, comment on fait un train pour emmener l'économie dans une direction plus durable? Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne peut-être 1 ou 2 dernières questions en plein air, mais qu'ensuite on se retrouve tous autour du café qui est derrière pour des échanges plus informels. Est-ce qu'il y a une dernière question, réaction? Oui, ici.
Merci. Oui, cette question est pour Janus et son patron. On se demande comment ça serait s'il était complètement en forme. Hein. Je veux dire, c'est peut-être bien que tu aies mis un frein, mais non, la question que je voulais te poser, c'est tout simplement, et c'est pas négatif, hein, mais tu évalues à combien aujourd'hui le surcoût de ta comptabilité par rapport à une comptabilité classique, obligatoire, nécessaire, etc. Je parle à la fois, je dirais, en honoraire de ton comptable et, je dirais, en temps homme de chez toi. En pourcentage, en gros, tu vois, juste pour un ordre de grandeur. Aucune idée. Ça n'a vraiment pas été ma question, donc je ne me la suis pas posée. Juste vous dire que 2020, on a vécu le Covid, enfin, et le secteur du bâtiment a été très, très fortement impacté. Qu'en 2020, on s'en sort à peu près à l'étal avec un FNE et en prenant soin de nos collaborateurs, en leur faisant de la formation pendant les 6 semaines de fermeture où nos clients se sont très mal comportés. D'ailleurs, il y a un petit témoignage sur HLU, puisqu'on a dû en 2022 se séparer de 40% de nos clients parce qu'on trouvait qu'ils n'étaient pas alignés sur nos valeurs et qu'à un moment donné, on donnait du sens. Quand on agit avec le cœur, à un moment donné, il faut s'aligner. Et quand on s'aligne, il faut s'aligner avec ses collaborateurs, avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec l'ensemble de ses parties prenantes. En 2021, on perd 100 000 euros. En 2022, on perd 50 000 euros. Et donc, mon expert comptable, commissaire aux comptes, c'est KPMG. Et j'ai cette réflexion, et d'ailleurs de mes banquiers aussi. T'en as pas marre, Michel, de tes conneries de société à mission, la planète, tes collaborateurs, le capital humain. C'est quoi ces conneries ? Je lui ai dit, et j'en étais vraiment très très convaincu. Aujourd'hui, je vous rassure, ça va beaucoup mieux. On est revenu dans un mode un peu normal, donc ça va bien. Mais, et on n'a pas touché du tout, même aux avantages des salariés, etc. On s'est maintenu sur ça, sur cette idée d'alignement. Mais c'est quand même assez percutant de voir qu'aujourd'hui, pour les dirigeants, ceux, quand ils ont des fonds, comme l'a dit Jérôme, ou quand ils ont des banquiers ou des experts comptables, le miroir que leur envoient ces gens-là du chiffre, c'est si vous perdez de l'argent, vous êtes mauvais. Alors que vous, le dirigeant, il y a une forme d'intuition sur laquelle HLU a beaucoup travaillé. Vous savez que c'est par là qu'il faut aller. Vous ne savez pas toujours pourquoi. Vous ne savez pas toujours le mesurer. Mais vous êtes au fond de vous-même intimement convaincu que c'est vers là qu'il faut aller. Et moi, c'est ce qui m'anime. Et donc, je gagne ou je perds de l'argent. Bien sûr, il vaut mieux en gagner, on est bien d'accord, ne serait-ce que pour les collaborateurs, pour investir, etc., pour changer de modèle. C'est chronophage et ça coûte de l'argent. Ça coûte énormément d'argent. C'est pas alors, les OTI demandent à ce qu'on mesure. Donc, on avait fait une petite mesure, c'était à peu près de l'ordre de 75 000 euros sur une année dans le décompte que nous demande l'OTI en disant vous avez décidé de prendre des actions. Des actions, ils ont des indicateurs que vous devez mesurer. Et derrière, vous devez savoir ce que vous avez mis en temps homme, et donc en monnaie sonnante et trébuchante, ou en investissement, si ce sont des prestataires extérieurs. Donc c'était à peu près cet endroit-là pour essayer d'avoir une réponse à la question que vous posiez. Merci beaucoup. Merci Michel. Je propose vraiment qu'on garde ensuite toutes les questions de manière informelle avec nos intervenants, mais au café pour qu'on ait des temps d'échange multiples, voilà, moins bilatéral. Voilà. Je voulais vraiment vous remercier d'être venus ce matin, tous ici, vous dire que HLU donc, propose des parcours de ce type-là, mais aussi des contenus éducatifs ouverts et nos livrables de recherche qui sont sur la table près de l'espace café. Pour ceux qui n'ont pas connaissance de nos publications sur le leadership en pratique, sur le hard leadership en pratique, et sur d'autres sujets que la compta aussi, vous pouvez les trouver sur les tables et vous pouvez en prendre, ils sont là à votre disposition. Merci encore vraiment, et puis on poursuit autour du café. Merci.